Il y avait une micro. Flore équilibre et confort cutané, voilà. Et Margot, donc l'étudiante de Toulouse, elle va réaliser un travail sur les paramètres échocardiographiques chez le chien de sport, qui sont encore un petit peu mal connus, parce que si on se base sur ce qui est connu chez l'homme et un peu chez le cheval, on peut avoir des adaptations cardiaques à la pratique sportive intensive qui rendent les mesures échocardiographiques un petit peu différentes de celles de chiens non sportifs. Donc là, notre but avec cette étude, c'est d'essayer de commencer à décrire certains paramètres. Les 10 autres vétérinaires donc, sont des vétérinaires diplômés avec diverses spécialités pour avoir une équipe la plus polyvalente possible, parmi lesquelles on a des ostéopathes, des urgentistes, des vétérinaires plus généralistes pour les bobos et puis certains avec des compétences en imagerie ou quoi pour pouvoir réaliser donc tout un tas d'examens si nécessaire. Dans ce contexte-là, dans notre clinique mobile, donc vous ne verrez pas là parce qu'ils sont au chaud, un de nos partenaires donc, nous fournit de quoi réaliser des examens complémentaires poussés du type radiographie, échographie, qu'elles soient cardiaques ou abdominales, ainsi que tendineuses, et des analyses sanguines en cas de gros coups de fatigue sur un animal où on se dirait qu'on a besoin de savoir un petit peu plus ce qui se passe. Voilà. Donc tout ça, ça nous permet de réaliser quand même dans des conditions non seulement magnifiques, mais surtout très extraordinaires pour nous, des examens vraiment quasiment comme si on était dans notre clinique. Après, bien entendu, s'il y a des problèmes plus graves, ce qui, je touche du bois, n'est pas encore arrivé en 6 éditions que je fais, on a aussi possibilité de renvoyer les animaux sur d'autres cliniques vétérinaires si nous, ça dépasse un petit peu ce qu'on peut faire en conditions de terrain, puisque par exemple, on ne va pas opérer un chien en conditions de terrain. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Alors, j'aimerais juste avoir une précision. Est-ce que vous avez utilisé des produits Wamine éventuellement sur certains chiens pour cette édition-là? Oui, c'est comme de toute façon, pour des problématiques de dopage, on ne peut pas administrer de médicaments allopathiques aux chiens en course. La majorité de nos traitements pour les petits dérangements passagers, notamment digestifs ou cutanés au niveau des coussinets, etc., se font avec des éléments de phytothérapie essentiellement, ou alors tout simplement de la physiothérapie et des massages. Mais sinon, si on doit, on va dire, aider un petit peu l'organisme à surmonter le stress de la course, on va se tourner vers la phytothérapie. Et donc, énormément de chiens, que ce soit sur cette édition ou sur les autres éditions, ont reçu des produits Wamine, que ce soit pour limiter le stress lié à la course, parce que certains chiens, surtout les jeunes mushers qui ne sont jamais venus dans ces conditions-là, on peut avoir des chiens un petit peu stressés, pas habitués aux conditions de course où il faut tout le temps bouger, etc. Et donc on utilise notamment la rhodiole pour son côté adaptogène et essayer d'un petit peu aider les animaux à surmonter ce stress. Et puis après toute la gamme, que ce soit EPS ou préparation déjà faite, pour les problèmes digestifs qui peuvent survenir, notamment les diarrhées ou les phases de dysorexie, anorexie, qui peuvent être liées à des problèmes gastriques du type hyperacidité, où on va par exemple se tourner vers soit le gastrimil, soit une préparation EPS adaptée, ou pour tout ce qui est diarrhée, phytotwin, noyer cannelle, etc. Voilà. D'autres questions? Je ne sais pas si vous avez des questions plus générales sur les chiens, le type de chien. La sélection des chiens, est-ce qu'il y a certains critères, certainement, mais est-ce qu'il y a des prédispositions, des races ou des choses un peu plus précises par rapport à la sélection des chiens coureurs? Jusqu'à quel âge? Alors, jusqu'à quel âge, il n'y a pas de limite d'âge officielle. Ça va un petit peu dépendre du musher, de la connaissance de ses chiens, etc. Mais c'est vrai que c'est assez rare qu'on voit des chiens de plus de 11-12 ans en course. Par contre, il y a un âge minimum requis pour pouvoir faire la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est les 18 mois révolus, puisque même si ce sont des chiens dont la croissance s'arrête aux alentours de 12 mois, on veut absolument prendre en compte le temps d'entraînement nécessaire à une telle course et du coup être sûr
que les mushers qui entrent en course avec des chiens sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc n'aient pas commencé à les entraîner avant leurs 12 mois. Donc c'est pour ça qu'on a fixé cette limite de 18 mois révolus, même si à 18 mois la croissance est largement terminée. Après, au niveau des prédispositions raciales et puis des prédispositions individuelles aussi, vous verrez sur la Grande Odyssée que vous avez 3 races de chiens principales qui sont d'un côté les races dites nordiques, donc les huskies de Sibérie, et sur certains trophées des races un peu plus confidentielles du type groenlandais, samoyède, qui sont des chiens de trait originels, on va dire, mais qui ne sont pas forcément très adaptés à l'effort sur la Grande Odyssée, puisque c'est un effort avec beaucoup de dénivelé, de la mi-distance, donc un effort explosif, alors que ce sont des chiens beaucoup plus endurants, qui sont faits pour tracter de lourdes charges initialement en Sibérie ou au Groenland par exemple. Donc ça c'est pour les races on va dire nordiques. Après il y a une race un petit peu intermédiaire mais qui n'est pas encore reconnue comme race officielle, qu'on appelle l'Alaskan Husky, qui est en fait un croisement entre des huskies de Sibérie et des chiens avec des capacités athlétiques différentes, plus explosifs, qui peuvent être soit des chiens de chasse, soit des lévriers, soit encore un croisement des deux. Donc ces chiens-là, vous avez parfois du mal à déterminer leur origine parce que certains vont beaucoup ressembler à des nordiques, quitte à être confondus avec des huskies de Sibérie, tandis que d'autres vont vraiment ressembler à des chiens de chasse ou en tout cas des chiens courants. Et puis après vous avez ce qu'on appelle les Eurohounds, qui là aussi n'est pas une race reconnue par le livre des origines françaises, mais qui est globalement très typé chasse. Vous en avez par exemple derrière vous, là. Donc c'est des chiens qui ont quand même les aptitudes des chiens nordiques, c'est-à-dire le will to go, l'envie de tirer, parce que ça c'est quelque chose qui est inné chez ces races de chiens, mais qui à force de croisement ressemblent beaucoup plus à des chiens de sport tels que ceux qu'on peut voir sur les cynodromes ou des chiens de chasse par exemple, et qui eux forcément ont une explosivité bien plus importante et une endurance sur de la lourde charge peut-être un peu moindre, mais qui sont parfaitement adaptés pour des épreuves telles que la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Après, pour ce qui est de la sélection des individus, ça c'est les mushers qui très souvent ont des élevages avec bien plus de chiens que les quelques chiens qu'ils emmènent en compétition. Et au fur et à mesure de la croissance de l'animal, ils commencent à voir ceux qui ont vraiment envie, qui ont ce qu'on appelle le will to go et qui vont directement de manière innée avoir envie de partir avec le traîneau quand ils voient les adultes partir, qui vont courir après la balle, etc., qui ont vraiment cette envie d'être là. Et puis ceux dont ils sentent que bon, ça les intéresse pas tant que ça en général, soit c'est des animaux qui vont entre guillemets servir dans des activités de loisirs parce que ils aiment bien tracter mais bon tranquillement, donc c'est beaucoup de tourisme en montagne, etc. Et ou alors carrément les vendre à des particuliers pour faire chien de compagnie ou éventuellement du canicross en amateur ou ce genre de choses. Mais la sélection des athlètes que vous voyez ici, c'est vraiment sur leur volonté initiale tout jeune. Et ça, c'est les mushers, c'est un peu leur spécialité. Ils savent reconnaître quels animaux vont vraiment avoir cette envie-là et ceux pour qui c'est plus un loisir qu'autre chose. Très bien, merci beaucoup. Alors, les mushers arrivent toujours avec plus de chiens que le nombre maximum autorisé sur l'attelage, qui est de 10 chiens pour la catégorie Open et 6 chiens pour la catégorie Limited. Donc ils arrivent toujours avec 2 chiens de plus à peu près, ce qui leur permet d'avoir des remplaçants quand certains sont trop fatigués ou par exemple certains mushers savent que tel ou tel chien va être plus performant sur une épreuve nordique comme ici avec un faible dénivelé mais une longue distance versus une épreuve comme hier où il y a énormément de dénivelé et moins de distance. Donc ça leur permet de faire la rotation et d'avoir
toujours un pool adapté. Et puis bien sûr, en cas de petits coups de mou sur l'un des chiens, ça leur permet d'avoir des remplaçants. Et en plus de ça, chaque musher a droit à 2 chiens accompagnants, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans les camions, donc que nous on contrôle à l'arrivée comme si c'était des chiens qui allaient courir, pour être sûr qu'ils sont en bonne santé, qu'ils n'introduisent pas de maladies infectieuses ou ce genre de choses sur le camp de musher, mais qui par contre sont directement droppés, c'est-à-dire qu'ils sont exclus de la course, parce que c'est la décision du musher. Il n'aura jamais le droit de le mettre sur le traîneau, même si par exemple il y en a un autre qui se blesse et qui veut changer, ça c'est plus possible, une fois le premier jour décidé. Et ces chiens accompagnants, ça va un peu dépendre. Certains mushers amènent des jeunes chiens justement pour commencer à leur apprendre un peu l'ambiance de la course et les adapter un petit peu, les familiariser avec les conditions. Ou parfois des chiens un peu plus âgés qui ne veulent plus faire courir parce que soit ils les estiment trop âgés, soit de toute façon les performances ne sont plus au rendez-vous, mais qui peuvent encore être les chefs de meute qui permettent de rassurer le reste des chiens qui sont là. Parce que ces chiens-là, ce sont avant tout des chiens de meute et qui ont un fonctionnement, on va dire, hiérarchique et psychique complètement différent d'un chien de compagnie qui vit tout seul chez lui. Quand bien même, beaucoup de chiens ici vivent dans la maison, entrent dans la maison, sont de vrais chiens de compagnie, même si ce sont aussi des chiens de sport, mais leur fonctionnement est très hiérarchisé, ils obéissent à des règles strictes, comme c'était le cas historiquement dans les plaines de Sibérie ou dans les paysages arctiques où ils étaient vraiment utilisés comme chiens de travail pour aider les populations. Au final, c'est comme tous les sports de groupe, où on a un capitaine qui est là pour apporter de l'expérience. Ouais. C'est le cas de ce chien, même s'il prend de l'âge, même si peut-être il a moins de performance qu'un jeune chien, mais on le met quand même pour rassurer l'ensemble de la meute, l'ensemble du traîneau, pour avoir une meilleure performance. Oui, exactement, c'est ça. Moi j'aurais une petite question en ce qui concerne, je dirais, la ration alimentaire, la préparation avant l'épreuve, pendant l'épreuve. Parce que ce sont quand même des athlètes qui font des efforts intenses sur une grande durée. Et ça, est-ce que vous avez, vous, en tant que vétérinaire, des recommandations à faire? C'est propre à chaque musher? Alors c'est quand même essentiellement propre à chaque musher parce qu'ils ont chacun un petit peu leur recette, c'est-à-dire qu'il y a toujours quand même une base de croquettes adaptées à l'effort sportif qui sont développées par diverses marques de fournisseurs de croquettes et qui sont beaucoup plus énergétiques, donc qui permettent en fait d'avoir le fond de roulement de la ration alimentaire. Mais après, chaque musher va avoir ses petites habitudes aussi en fonction de ce dont il sait que ses chiens vont tolérer ou pas, parce que par exemple, il y a des chiens qui tolèrent très bien la viande crue, qui permet forcément d'apporter des protéines et de nourrir le muscle, et il y a des chiens qui le tolèrent moins bien et qui vont plutôt aller vers du poisson ou des huiles de poisson pour apporter certes des protéines, mais aussi des acides gras essentiels. Donc ça, nous, on ne se permet pas d'imposer ou de changer complètement une ration alimentaire. Par contre, bien sûr, on est là pour vérifier qu'en fonction des conditions climatiques, etc., par exemple, les aliments ne congèlent pas, décongèlent pas, et que le bien-être digestif, on va dire, de l'animal est pour assurer. Donc, ça nous est arrivé, par exemple, de demander à un musher de jeter, c'était de la viande qui, on avait vu qu'avec le soleil qu'il avait fait, etc., c'était pas idéal. Et on lui a conseillé et demandé de jeter ça et de ne plus l'administrer parce que au bout d'un jour ou deux, il commençait à avoir des petits problèmes digestifs et ça a été tout à fait entendu. Voilà. Et après, sur la course en général, chaque musher emporte des snacks pour pouvoir donner un petit peu d'énergie aux animaux, soit pendant la course, soit juste après en fonction de la distance à parcourir. Et là, les recettes sont entre guillemets gardées secrètes, on ne sait pas trop, mais il y en a qui vont donner des cubes de saumon, certains fabriquent une propre pâte très énergétique avec un petit peu de viande, du miel, du gras, etc. et qui font entre guillemets congeler, ce qui leur permet de le donner en course. Mais ça, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on va aller leur demander précisément si on constate des problèmes, mais sinon on leur fait confiance. À combien s'élève une ration kilocalories par chien? Alors, sur des courses comme ça, c'est difficile à dire parce que c'est une course dont le profil est assez unique, c'est-à-dire que oui, c'est de la mi-distance mais avec beaucoup de dénivelé et c'est pas non plus de la longue distance avec des froids polaires qui
consomme encore plus d'énergie, mais ce qu'on sait, c'est que sur les très très longues distances, en Alaska, on est aux alentours de 15 000 calories par jour dépensées. Donc ça veut dire qu'il faut apporter à peu près 15 000 calories par jour. Donc je pense que sur une course comme ça, on multiplie au moins par 3 ou 4 les besoins habituels d'un chien. Donc on est aux alentours de 8-9 000 kilocalories. Et donc forcément, l'estomac du chien étant non extensible et puis il n'est pas conseillé de donner des trop grosses rations, ils sont obligés de beaucoup fractionner les repas. En général, ils sont nourris toutes les 4 à 6 heures. Et puis bien sûr, il faut penser à ne pas les nourrir trop longtemps, trop proche de la course pour ne pas risquer de perturber la digestion, puisque le tube digestif est l'un des organes qui subit le plus les effets de l'effort sportif. Ça, c'est comme chez l'homme, hein. En général, on ne va pas courir un footing avec le ventre plein, donc il faut qu'ils fassent attention à ça, qu'ils aient les snacks appropriés pour apporter suffisamment d'énergie, mais en le minimum de volume possible et que ce soit suffisamment digestible. Et puis après, respecter un temps de repos après la course d'au moins 1 heure avant de recommencer à nourrir. Donc c'est toute une gestion au quotidien, d'autant plus que nos épreuves changent d'horaire, de lieu tous les jours. Donc on va avoir hier par exemple une course qui a terminé aux alentours de 18 h et ce matin qui reprend à 11 h. Et aujourd'hui du coup on va finir aux alentours de 15 h pour les plus lents je pense, mais ils ne reprendront que 24 heures plus tard. Donc c'est toute une gestion à faire de la part du musher pour respecter le nombre de repas, les calories à apporter et la distance par rapport à la course. Et bien sûr, les laisser se reposer la nuit aussi, parce qu'on ne va pas aller nourrir un chien en pleine nuit quand il se repose dans son kennel. Merci beaucoup. De rien. Merci pour toutes ces explications très très pertinentes et très précises. On va essayer d'aller voir notre master. Laisse aller voir la master. Voilà. C'est vraiment le clou du spectacle à mon sens. Voilà. Voilà. Donc profitez bien. Merci Passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, donc, comme l'a si bien expliqué la chef vétérinaire de l'école vétérinaire de la Grande Épicée, et comme l'ont précisé les autres intervenants, que ce soit au PC, que ce soit sur la course, maintenant il est temps de vous expliquer pourquoi WAMIN et pourquoi WAMIN est présent ici. Alors, premièrement, je vais commencer par la définition de WAMIN. WAMIN est premièrement un laboratoire de phytothérapie. Donc c'est des produits à base de plomb, donc c'est des extraits totaux de plomb qui soient sous format fini, produit fini, donc des comprimés tout simples, que ce soit pour l'humain, enfin pour les humains et les vétérinaires, que ce soit c'est des extraits de plantes pour des préparations magistrales. Donc WAMIN intervient sur 3 niveaux. Donc il y a premièrement une commission de bien-être animal qui prime par-dessus tout, initiée par le directeur et le créateur de WAMIN historique, Claude Fer, qu'on salue d'ailleurs, il n'a pas pu venir malheureusement, qu'on salue d'ici. Et lors de cette commission, on prend tous les aspects et les besoins du chien, que ce soit pendant sa préparation, pendant la course ou bien après le repos. Pour cela, WAMIN dote l'équipe vétérinaire avec des produits. Mais en plus de ça, cette année, on a mis en place un programme de préparation qu'on a diffusé en musher il y a de cela 3-4 mois déjà. Et aussi pour bien préparer les chiens et bien assurer qu'ils ne fassent pas de gros problèmes lors de la course. La deuxième intervention de WAMIN, c'est premièrement... Alors, WAMIN aussi, elle parraine ce qu'on appelle le maillot Dog Care, ou bien qui serait récompensé cette année avec un prix. Donc le maillot Dog Care est remis chaque fin de course au musher qui a conféré les meilleurs soins à son attelage, à ses chiens. Ce maillot Dog Care, donc il sera récompensé à la fin de la course, donc le mercredi, avec le prix Best Dog Care. Cette année, ce sera un prix doté, avec bien sûr une dotation quand même qui serait assez conséquente pour se procurer des nouveaux créneaux d'entraînement.
mais aussi c'est un prix qui a une symbolisation très importante par rapport aux mushers. C'est tout le monde qui cherche à donner les meilleurs soins à des chiens pendant leur course et pendant leur préparation. Voilà en résumé. Une chose très importante aussi, Wamin est toujours à l'avant-garde de toutes les preuves scientifiques et de recherche. Donc cette année, il y a Tiffany Montalvo, une étudiante vétérinaire qui mène sa thèse sur la préparation et sur une grille de bien-être des chiens de traîneau, qui est actuellement ici avec la team vétérinaire. Et on essaiera de la voir tout à l'heure pour lui faire un petit mot. Je vous laisse profiter maintenant de cette mass start. Donc on va se diriger directement vers la ligne de départ. On va voir le fameux Daniel qui réchauffe la voie et qui est toujours là, toujours présent d'année en année pour bien enflammer tout le public ici présent. La Fédération française de sport de traîneau, Frédéric Borgé, va vraiment nous parler un petit peu de cette fédération et de tout ce qui est dû ce matin avec les espoirs. Restez avec nous sur France Bleu. C'est une course avec des départs chrono toutes les 2 minutes. C'est une course qui se fait parfois la nuit, parfois tôt le matin. C'est une course qui se fait dans toutes les conditions. C'est une course qui se fait dans les classes françaises. C'est une course, mesdames et messieurs, qui aujourd'hui est considérée comme la course idéale qu'il faut faire lorsqu'on est mocheur. Et comme fierté pour un mocheur, d'être sur la grande liste des Cévennes-Mont-Blanc et de pouvoir ainsi inscrire sur son palmarès: je l'ai fait, je suis finisher, je l'ai terminé. C'est sur son palmarès, c'est une garantie de qualité, c'est une garantie de performance. C'est une course qui dans quelques instants va s'élancer ici, devant tous nos amis partenaires que nous saluons encore. Merci à Suzuki pour son partenariat depuis 10 ans avec la Grande Odyssée Cévennes-Mont-Blanc. Merci à vous, avec vos véhicules qui permettent de faire de cette condition d'être toujours à l'heure sur tous les départs et tous les invités. Merci à Walid qui aujourd'hui, bien sûr, permet avec des plantes naturelles à notre équipe vétérinaire de disposer d'une pharmacie 100% produits naturels pour soigner les chiens, qui a mis en place Walid également avec nos vétérinaires une équipe de réflexion pour pouvoir justement amener les meilleurs éléments et les meilleurs aussi conseils aux mûcheurs. Walid qui permet également tous les jours de remettre à Walid Docteur pour féliciter Maître dans la lumière le mûcheur qui a réalisé une action remarquable avec un chien. Walid, partenaire pour la 5e année. Walid, aujourd'hui, avec la Grande Odyssée Cévennes-Mont-Blanc, ils sont ici parce qu'ils ont toujours des promenades qui tiennent leur rêve chaud à chaque fois. Walid, partenaire à nouveau de cette nouvelle édition. Mais je veux vous avoir un vous qui produisez Walid, aujourd'hui, eh bien, c'est l'étape jusqu'à ce soir. Walid est ici, regardez-les, je vais prendre les passes. C'est porté tout à l'heure, bien sûr. Tous nos départs et tous nos mûcheurs, merci à vous. On se retrouve tout au long de cette journée. On se recroisera encore tout à l'heure, bien sûr, sur l'arrivée à Bonneval. Merci à notre partenaire EDF, le citron, les 607, qui partagent les mêmes valeurs que la Grande Odyssée Cévennes-Mont-Blanc. De nombreux barrages, dont celui du Mont-Cenis, avec ses 320 millions de mètres cubes, sont préservés pour produire 4 milliards de kilowatts. C'est du développement durable. Merci aux Édréliciens d'être avec nous. Et ce barrage que verront demain soir, eh bien, les mûcheurs de la Grande Odyssée Cévennes-Mont-Blanc, 1,4 km, 120 mètres de haut, c'est incroyable. C'est aussi puissant que la Grande Odyssée Cévennes-Mont-Blanc et aussi fort que le partenariat entre la Grande Odyssée et EDF. Merci à vous, les Édréliciens, d'être avec nous depuis 2015. On vous adore et vous allez vibrer tout à l'heure avec la Grande Odyssée Cévennes-Mont-Blanc. Merci, je vous dis à tous nos médias. Et on salue particulièrement aujourd'hui, bien sûr, je crois, il y a Hervé Lutin de France Le Pays de Savoie qui est avec nous. Merci Hervé. François Hall, pour 21 également. À Stéphane Echeverry, qui vient de MC, et qui anime la matinale tous les matins, qui est avec nous. Merci à Christophe Ferrière de Savoie-Mont-Blanc et notre sénateur Cédric Vial. Voilà, tous ces partenaires sont avec nous, tous ces partenaires, mesdames et messieurs, pour que la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc tous les ans vous fait.
Dans quelques instants, vous allez entrer sur cette course incroyable. Dans quelques instants, ici, sur ce haut plateau nordique, vous allez vibrer avec la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Dans quelques moments, les meilleurs attelages du monde, les meilleurs attelages européens vont s'élancer en 2 fois sur cette piste incroyable, la piste de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ils sont open, ils sont limited. La différence, c'est le nombre de chiens dans le pool. Ils vont se battre. Certains sont à 5 minutes de différence, d'autres sont à 3. D'autres ont mis en jeu leur 5e titre de champion de